je remercie vivement Bénédicte Biord de la Bassie, du cabinet Brown Jacobson, d'intervenir aujourd'hui sur ce focus Brexit, 30 minutes pour comprendre la mobilité des salariés et tout particulièrement sur le droit de l'immigration et les changements qui ont lieu depuis le 1er janvier 2021. Ici, donc, c'est un focus qui sera court, c'est un format assez light pour un webinaire BCI. On est sur un format de présentation de 30 minutes. Je vous demanderai de poser vos questions plutôt sur le Q&R. Donc, c'est un outil que vous avez en bas de votre de Zoom là, où vous pouvez poser des questions dès maintenant, mais elles seront traitées plutôt à la fin. Donc, après les 30 minutes de présentation, nous avons 30 minutes de questions-réponses. Et voilà, c'est la manière dont on a choisi de procéder. On va vous envoyer la présentation dans les jours à venir, bien sûr. Ce sera 30 minutes vraiment focus sur le droit de l'immigration et spécifiquement sur les étapes pour obtenir un visa, pour devenir sponsor ou pour, par exemple, les coûts et les délais. Mais nous n'aborderons pas tout ce qui est caisse de retraite, tout ce qui est sécurité sociale ou fiscalité. Donc, je vous encourage, si vous avez des questions sur ces sujets, à prendre contact avec le cabinet Brown Jacobson si besoin, ou à nous envoyer dans le questionnaire de satisfaction qui vous sera envoyé à la fin, à nous noter les sujets d'intérêt pour de prochains webinaires, si vous le souhaitez aussi. Comme ça, on pourra répondre peut-être au plus grand nombre. Quoi vous dire d'autre? Je crois que c'est à peu près tout. On va pouvoir rentrer dans la présentation de Bessie qui est très courte et puis après, je laisserai donc Bénédicte Biord de la Bassie, du cabinet Brown Jacobson prendre la main et pour sa présentation. Voilà. Alors Brexit, pardon, pas Brexit, BCI, pour ceux qui ne nous connaissent pas, nous sommes une association d'entreprises bretonnes, donc financée par le Conseil régional et la CCI Bretagne. On a aujourd'hui plus de 1000 adhérents bretons. Nous sommes une équipe de 40 personnes et nos objectifs, c'est bien de conseiller, d'être en proximité géographique avec les entreprises. Donc, on a des conseillers qui sont positionnés en département, comme moi-même, les conseillers internationaux, et puis des chargés d'affaires sectoriels, 5 chargés d'affaires qui sont plutôt en régional. Vous devez les connaître, j'imagine, si vous êtes ici aujourd'hui. Nos services, nos missions, c'est plutôt informer, sensibiliser, mais aussi accompagner à l'étranger. Et pour cela, on a une gamme de services qui accompagnent l'entreprise à partir de la Bretagne sur son aide à la structuration de l'entreprise. Et c'est ce que je fais à travers des diagnostics export pour essayer de mettre en place les compétences internationales au sein des entreprises de manière à gagner en fluidité, en efficacité dans les process, tant au niveau marketing, innovation logistique, protection INPI, sécurisation RH. Enfin, voilà, on essaye de vous sensibiliser sur les points stratégiques à mettre en place. On fait aussi de la priorisation marché ou du plan d'action et de financement pour essayer de vous proposer tous les financements auxquels vous êtes éligible pour mettre en œuvre vos projets à l'international. Le conseil technique et réglementaire, c'est mon binôme Cindy Leguin qui s'occupe de tout ce qui est démarche administrative du commerce international, et donc elle aborde vraiment tous les points douaniers, TVA, logistique Incoterm, pour aussi vous permettre de faire une photo un petit peu de vos pratiques et vérifier qu'elles sont d'une part conformes, et puis voir si vous pouvez aussi gagner en efficacité. Tout ça, c'est l'occasion de vous présenter un certain nombre de webinaires et de réunions d'information qui sont gratuites. Donc tous ces conseils sont gratuits pour les entreprises bretonnes puisque financés par le conseil régional. Et puis enfin, les chargés d'affaires, eux, sont le volet qui vous accompagne vraiment sur le marché et sur les marchés qui vous intéressent une fois identifiés à travers des salons professionnels et souvent les pavillons Bretagne que l'on retrouve autour d'une quarantaine de grands salons internationaux dans le monde, mais aussi des missions sectorielles ou des missions individuelles, des rendez-vous d'acheteurs. Souvent, c'est plutôt les acheteurs qui viennent en Bretagne rencontrer les entreprises bretonnes directement sur les sites de production. Et puis, mais c'est plutôt dans l'agroalimentaire sur ce secteur-là. Et une mission
de prospection online suite, particulièrement au covid, ça se développe, pas mal et notre réseau de prestataires avec lequel on travaille, donc plus d'une centaine de prestataires. Je crois qu'il y a la chambre de commerce française au Royaume-Uni qui est présente d'ailleurs aujourd'hui et qui fait partie de notre réseau et nous vous accompagnons à travers notre réseau de prestataires, sur, des problématiques type, vente, bien sûr, dans la recherche de vos partenaires commerciaux, mais aussi achat, recherche de fournisseurs, jusqu'au suivi et contrôle qualité dans l'implantation, vos problématiques RH ou, vos problématiques, réglementaires, d'homologation, certification, ou autres démarches, administratives. Hem, voilà, ça c'est à travers notre réseau de prestataires et donc c'est des prestations qui sont payantes sur devis, au cas par cas. Donc les 2 diag, je vous les ai présentés. Et puis, nos adhérents ont droit à un service au-delà du conseil qui est de toute façon offert à l'ensemble des entreprises bretonnes, à un service de veille qui leur permet, d'obtenir des informations marché ou techniques et réglementaires, spécifiques à leurs besoins. On a un service de veille de 3 personnes ici qui travaillent au quotidien, sur, ces problématiques-là et qui, voilà. Sinon, on a aussi, au sein des 40 personnes, il y a 5 personnes qui sont dédiées aux IDE, aux investissements étrangers. Donc, n'hésitez pas si vous avez des partenaires étrangers qui souhaitent s'implanter en Bretagne. Nous avons un service ici pour leur faciliter le travail, pour vous expliquer la réglementation en France, spécifiquement en Bretagne, et essayer de les mettre en relation avec un maximum de partenaires, que ce soit des partenaires stratégiques financiers ou bien même d'autres entreprises bretonnes qui peuvent être des clients potentiels et qui sont pour les intégrer à notre réseau. Voilà. Ou les faire rencontrer aussi d'autres entreprises étrangères présentes sur le territoire et échanger sur les bonnes pratiques. Enfin, tous les ans, le premier lundi du mois de juillet, c'est l'Open de l'international. On a ouvert, début mai, les inscriptions, donc un grand nombre de webinaires et puis nos, prestataires agréés sont disponibles pour des rendez-vous online. Donc n'hésitez pas à vous inscrire, on est en plein dans la phase, d'inscription et il reste encore des places pour les rendez-vous. Voilà, ça c'est toute la présentation, BCI et maintenant je vais laisser Bénédicte Biord de la Bassie rentrer, dans le vif du sujet, Brexit. Très bien. Donc, je suis absolument ravie donc de vous présenter, merci d'être avec nous et je suis ravie de vous présenter donc ce sujet, sur le nouveau système d'immigration, britannique en vigueur, depuis le 1er janvier. Donc on va voir différents points. On va voir comment, qui peut encore travailler au Royaume-Uni aujourd'hui et les limites. On va rentrer un petit peu dans ce nouveau système d'immigration pour comprendre comment il marche. On va suivre les étapes pour obtenir un visa parce que c'est pas juste obtenir un visa. Vous allez voir qu'il y a des étapes préliminaires absolument nécessaires qui dépendent notamment de l'employeur et on va parler des obligations de l'employeur en tant que sponsor, c'est-à-dire, en tant que détenteur d'une licence de sponsor pour pouvoir faire venir des travailleurs, de l'extérieur du Royaume-Uni et enfin on va parler aussi des délais et des coûts qui sont associés, à ces procédures. Donc si on passe à la 1re slide, en introduction, la slide suivante voilà, merci. En introduction, j'aimerais juste vous dire quelques mots sur ce système d'immigration parce que, ce système d'immigration, il est nouveau pour les Européens, mais en fait, il n'est pas nouveau. Il existe au Royaume-Uni, depuis de grands nombres d'années. Simplement, il ne s'appliquait pas à nous, Européens. Il s'appliquait à tout ce qu'on appelle les États tiers et les ressortissants des États tiers. C'est juste qu'il a été étendu aux Européens à partir du 1er janvier avec des critères, des conditions un petit peu nouvelles. Donc, il est quand même nouveau, mais si vous voulez, ce système très limitatif où il faut être sponsorisé pour pouvoir travailler au Royaume-Uni existait déjà pour tous les autres, tous les États en dehors de l'Union européenne. Alors, on a beaucoup parlé de ce nouveau système. Il est dit restrictif, conçu pour les seuls travailleurs qualifiés. Alors, qui peut encore travailler au Royaume-Uni sans visa? Parce que vous allez voir que c'est une procédure longue et compliquée, donc on va devoir s'intéresser à qui peut encore travailler donc après la fin de la libre circulation. Bien sûr, les Britanniques, les résidents également, puisqu'il y a 2 types de résidents européens qui ont pu obtenir un statut de résident
et qui peuvent d'ailleurs candidater pour ce statut de résident jusqu'au 30 juin 2021. Il y a des résidents permanents, ce qu'on appelle les settled, et les résidents temporaires, les pre-settled. Et en tant qu'employeur, vous pouvez continuer à employer dans ce vivier de résidents européens qui vivent au Royaume-Uni, qui ont obtenu ce settled ou ce pre-settled status, et ils continuent à bénéficier du droit de travailler et de l'accès aux droits sociaux. J'aimerais juste avoir aussi une petite explication sur ce qu'on appelle les travailleurs frontaliers. Alors l'expression est assez traître parce il ne s'agit pas en fait de comme en Suisse ou comme en Luxembourg de travailleurs qui habitent très près de la frontière. Il s'agit juste de travailleurs qui étaient en situation transfrontalière, hein, au moment où le Royaume-Uni a quitté l'Union européenne et et ils sont protégés par l'accord de retrait. Donc en fait, pour être travailleur frontalier, il faut ne pas être résident au Royaume-Uni. C'est le contraire, surtout ne pas être résident au Royaume-Uni et avoir travaillé en 2020 et continuer à de le faire en 2021, heu, en étant non résident, mais en réalisant du travail régulièrement au Royaume-Uni. Et parce que ces personnes étaient en situation transfrontalière au moment du Brexit, l'accord de retrait a protégé leurs droits. Et souvent, c'est vrai quand on entend travailleurs frontaliers, on ne pense pas forcément, que ça peut être une situation qui peut s'appliquer, à beaucoup de personnes en fait. Par exemple, à des contracteurs, à des, travailleurs indépendants, aussi, qui seraient venus réaliser des prestations régulièrement, au Royaume-Uni pendant l'année 2020 et qui voudraient continuer à le faire en 2021, mais aussi à des salariés qui seraient venus, par exemple, réaliser telle ou telle mission au Royaume-Uni, par exemple dans le cadre d'une filiale au Royaume-Uni. Donc il faut penser aussi à cette catégorie de travailleurs, frontaliers qui, finalement peut concerner beaucoup de monde. Enfin, j'aimerais dire, un petit mot des travailleurs détachés. Ils ne sont pas forcément sur le slide. J'aimerais juste aussi dire parce que souvent, quand on parle de travailleurs détachés, on s'imagine que parce qu'on est détaché, on a le droit de venir travailler librement, au Royaume-Uni. Alors ça marche au sein de l'Union européenne, mais en fait, le détachement, c'est une notion de sécurité sociale, c'est-à-dire que ça vous donne le droit de rester affilié à la sécurité sociale du pays d'origine, mais ça n'a rien à voir avec le droit de l'immigration. Le détachement, le formulaire A1 ne vous donne pas le droit de travailler librement au Royaume-Uni depuis le 1er janvier 2021. Donne accès aux droits sociaux, mais ne donne pas le droit de travailler, donc il faudra quand même passer par une procédure de visa. J'aimerais vous parler aussi des visiteurs. Alors, qu'est-ce que les visiteurs? Les visiteurs, ils peuvent, c'est vous et moi, on peut venir, on peut passer la frontière d'un côté comme de l'autre en tant que visiteur, soit pour venir, en tant que touriste, soit pour un voyage d'affaires. C'est très important. Alors le, statut de visiteur au Royaume-Uni, pour le moment, n'est pas soumis à visa. Alors, ils ont annoncé quelque chose hier que maintenant, on ne se connaît pas encore les dates. Apparemment, maintenant, on aurait besoin, à partir d'une certaine date dans le futur, de faire une démarche un petit peu comme aux États-Unis, mais ce n'est pas encore en vigueur aujourd'hui. Donc, le statut de visiteur aujourd'hui n'est pas soumis à une formalité particulière. C'est pas un visa, c'est un statut. Vous avez le droit de venir au Royaume-Uni pour 6 mois. Donc, c'est beaucoup plus long quand même, hein. Je crois que c'est le double de la durée d'un visa court séjour Schengen. Et pendant cette durée, vous avez seulement le droit de réaliser des activités permises. Vous n'avez pas le droit de travailler, c'est-à-dire que vous n'avez pas le droit de participer à l'activité, véritablement à l'activité économique du Royaume-Uni. Alors ces activités
permises, elles sont détaillées par le Home Office, par le ministère de l'Intérieur britannique et sont de deux types, hein, des activités générales applicables à tous les visiteurs et des activités intragroupes, c'est-à-dire que vous allez faire entre votre entreprise française et votre succursale au Royaume-Uni. Alors, les activités générales, ça peut être par exemple, alors je ne vais pas toutes les citer parce que ce n'est pas le but de faire un catalogue, mais assister à des réunions, faire une petite série de présentations, d'interventions orales. On peut venir négocier et signer des accords ou des contrats. Mais attention, pas de vente directe au public. Donc vraiment, si vous venez signer un accord ou un contrat, ça doit pas être une vente, ça doit pas impliquer une vente directe au public. Et donc, si vous le faites, c'est très important de vérifier avant, si vous n'avez pas de visa pour ce faire, que vous restez bien dans le cadre des activités permises en tant que visiteur. Vous pouvez mener des inspections de sites, vous tenirez informé des exigences du marché britannique. Donc, c'était quelques exemples, hein. Je n'ai pas tout cité sur les activités générales. Il y a aussi des activités intragroupes, c'est-à-dire que vous allez pouvoir faire entre deux entités d'un même groupe, l'une par exemple en France et l'autre au Royaume-Uni. Vous allez pouvoir conseiller, consulter, dispenser une formation, partager les compétences et le savoir. C'est un peu plus large, aussi résoudre des problèmes de fonctionnement d'un produit. À ce sujet, j'aimerais insister aussi sur une activité qui est un petit peu à part, que vous pouvez continuer à faire sans visa. C'est par exemple si vous êtes un fabricant ou, ou si vous avez produit ou, un produit particulier ou une machine particulière et que votre contrat est directement entre vous-même, votre société et une société au Royaume-Uni qui a pas d'intermédiaire, à ce moment-là, vous pouvez faire déplacer encore vos techniciens pour venir réparer, faire toutes les missions de service sur ce produit. C'est une activité très particulière. Il faut bien vérifier qu'on soit dans ce cas-là avant de pouvoir s'en prévaloir. Et donc vraiment, prenez un conseil un petit peu plus détaillé auprès d'un juré si vous souhaitez envoyer vos techniciens réparer un produit sur cette base. Et bien entendu, moi, ce que je conseille de faire, c'est au moment de passer la frontière, donc si on a, un de ses salariés qui vient en tant que visiteur, le munir d'une lettre qui va au moment du passage de la frontière, si on lui pose des questions, où il va pouvoir dire: «Oui, je viens au Royaume-Uni pour telle raison et cette raison, vous allez bien vérifier que c'est dans le cadre des activités permises». Voilà. Voilà donc, pour, ce qu'on peut encore faire au Royaume-Uni, c'est un tableau assez général, hem, qui j'espère, vous sera utile. On va passer à la slide suivante, s'il vous plaît, Capucine, et on va rentrer dans le, nouveau système, d'immigration et les conditions, d'éligibilité. Donc, comme je le disais, c'est un système restrictif conçu pour les seuls travailleurs qualifiés. Donc, par exemple, je vous donne un exemple un petit peu pour vous expliquer. Jusque-là, au Royaume-Uni, l'immigration européenne, bon, c'était complètement la libre circulation. C'est vrai que moi qui vis au Royaume-Uni depuis longtemps, j'avais l'habitude de voir arriver chaque année beaucoup de jeunes qui commençaient dans des petits boulots non qualifiés et puis après qui montaient. C'était la libre circulation, c'était possible. Tout cela, c'est plus possible parce qu'on a maintenant un système assez rigide avec 2 types de visas, principaux qui vont pouvoir, concerner, les seuls salariés. Alors il y a d'autres visas pour éventuellement les entrepreneurs, les investisseurs, pour les séjours vraiment de courte durée. C'est des visas très spécifiques, les conditions sont tellement différentes qu'on va rester donc, on parlait de mobilité des salariés, donc sur les visas destinés aux salariés. Donc on a un visa dit skilled workers qui est, un visa de travailleur qualifié où il faut avoir obtenu, parce que c'est un système à points, un certain nombre de points. Donc, rapidement, pour avoir un visa, il faut déjà avoir une offre d'emploi d'un employeur et pas de n'importe quel employeur, d'un employeur qui a déjà obtenu
le droit d'employer des travailleurs étrangers. Il faut avoir un certain niveau de salaire. Donc, en tant que travailleur qualifié, c'est un minimum de salaire de 25 600 livres. Mais attention, ça peut être plus haut. Par exemple, si vous embauchez un directeur financier pour votre filiale, là, ça va être un travail spécifique. Et donc, il y a une liste de métiers. Et donc là, par exemple, la limite va être un petit peu plus haute. Mais la limite générale, c'est 25 600. En fait, et ensuite, il va falloir que le rôle que vous exerciez, et là j'insiste sur le rôle et non pas les diplômes, le rôle que vous exerciez soit à un certain niveau de qualification. Et c'est ce qu'on appelle un niveau 3. Et il y a une liste, en fait, publiée par le Home Office qui correspond au niveau 3, où il y a une liste une liste de métiers limitative et il faut absolument que le visa soit attribué sur un de ces métiers reconnus par le Home Office de niveau 3. Et enfin, dernier critère, il faut prouver la maîtrise de l'anglais et pour ça, il faut aller passer un examen dans un centre agréé par le Home Office qui va prouver votre niveau d'anglais sur 4 domaines. Alors, la compréhension, écrit, oral, et écoute. Voilà, donc c'est quand même, tout un parcours qu'il faut réaliser. Un autre visa, mais il est beaucoup plus je vais y passer plus vite parce qu'il est réservé à des gens beaucoup plus seniors, donc avec des niveaux de salaire qui sont beaucoup plus élevés. 41 500 si on travaille déjà pour l'entreprise depuis plus d'1 an, 73 900 si on est un nouveau employé. Avec un rôle beaucoup plus qualifié, c'est un rôle de niveau 6, donc on va retrouver en fait, des rôles très seniors. En fait, ce visa, il a de l'intérêt pour la mobilité, pour, une mobilité intragroupe et notamment, il dispense, de l'examen d'anglais, ce qui peut être assez intéressant, pour beaucoup de sponsors. Donc vous voyez, c'est un système à points où vraiment on va vérifier la qualification des personnes. On impose un niveau de salaire minimum et si on ne rentre pas dans ces cases-là, l'entreprise ne pourra pas initier la procédure, en fait, qui permet après à l'individu d'avoir un visa. Donc on va y venir à cette, procédure, à la slide suivante pour vous expliquer un peu concrètement comment ça marche. Vous avez vu les conditions, maintenant on va expliquer un petit peu je vais essayer de vous expliquer un petit peu concrètement comment ça marche. Pour, pouvoir, embaucher une personne qualifiée au Royaume-Uni, il faut avoir été reconnu, homologué en quelque sorte comme un sponsor par le Home Office. C'est-à-dire que l'entreprise, et ça doit être une entreprise installée au Royaume-Uni, doit avoir reçu une licence de sponsor. Donc, cette licence de sponsor, elle se demande, c'est une procédure de candidature en ligne qui va dépendre donc du futur employeur. C'est une procédure assez complexe. Il ne suffit pas d'avoir une société, là j'insiste, hein, il ne suffit pas d'avoir une société au Royaume-Uni, d'être allé l'immatriculer parce que ça c'est quelque chose qui peut être fait très rapidement au Royaume-Uni. Il s'agit pas juste d'avoir la structure juridique au Royaume-Uni, il faut que ce soit pas une coquille vide, il faut que ce soit déjà une société, qui vive un petit peu, qui est déjà où on puisse prouver une activité commerciale, une véritable activité. Par exemple, on va vous demander votre numéro de TVA, votre assurance pour, être sûr que vous pouvez, que les employés, sont bien assurés, pour les questions de responsabilité. Donc il ne s'agit pas juste d'une immatriculation. Il faut déjà une société, qui vit un peu. Donc cette licence, quand elle vous est accordée, elle a une validité de 4 ans. La procédure pour la demander, donc si vous avez par exemple, pensez à créer une filiale au Royaume-Uni pour embaucher vos salariés, des salariés venant de France. Il faut s'y prendre tôt parce que bon, non seulement faut la procédure d'enregistrement de la filiale auprès de l'équivalent des greffes britanniques, mais ensuite, après la procédure pour devenir sponsor, elle dure 8 semaines et
je parle de 8 semaines, mais c'est 8 semaines sans compter toute la préparation du dossier. Donc c'est une procédure longue. Quand vous êtes passé, par toute cette procédure pour laquelle je vous c'est pas du tout, pour, vendre, quelque service que ce soit, mais vraiment je vous conseille de vous faire assister au moins au début parce que c'est une procédure assez complexe. Ouais, comme ça, elle peut sembler simple quand on regarde le site du home office, mais après il y a pas mal de critères qu'il vaut mieux connaître et il vaut mieux être prévenu. Puisqu'après si on se fait refuser la licence de sponsor, en fait, parfois pendant jusqu'à 6 mois, on ne peut pas, en redemander une, donc ça va vous bloquer, surtout si vous avez des embauches que vous avez prévues. Donc, une fois qu'on a obtenu cette licence de sponsor, qu'on est passé par tout ça, qu'on a reçu la confirmation du home office qu'on avait cette licence de sponsor, on va pouvoir accéder à un système en fait qui dépend du ministère de l'Intérieur, un système de sponsoring et on va pouvoir attribuer à ces futurs recrues des certificats de sponsorship. Donc les certificats de sponsorship, c'est des certificats de parrainage qu'on va pouvoir attribuer à des individus donnés qu'on veut recruter si, bien entendu, ils remplissent les critères dont on a parlé tout à l'heure, c'est-à-dire le salaire, le niveau de qualification, le niveau d'anglais. Et pour attribuer un certificat de sponsor à une personne donnée, il va falloir que le poste qu'elle va exercer corresponde à un code dans une liste limitative de métiers reconnus par le home office. Et là encore, c'est un exercice assez difficile parce il faut bien que la description de poste corresponde à un métier reconnu par le home office. Donc c'est quand même une procédure qu'il faut bien maîtriser et là aussi je vous conseille de vous faire conseiller ou du moins une fois que vous vous êtes lancé, pour identifier le SOC code, comme on appelle ça, au Royaume-Uni, au moins le faire vérifier pour être sûr qu'il n'y ait pas de refus à la fin, parce qu'une fois que vous avez un refus, c'est un petit peu compliqué. Après, on perd énormément de temps et normalement, l'attribution du certificat de sponsor à une personne donnée, si, c'est bien fait, c'est assez rapide. À ce moment-là, vous allez pouvoir l'obtenir, je dis une semaine si vraiment tout est bien fait. Allez, 2 semaines normalement, ça devrait aller et enfin, c'est une fois que l'entreprise donc a sa licence de sponsor, qu'elle a pu attribuer à une personne donnée un certificat de sponsor, que la personne, munie du certificat de sponsorship, va pouvoir aller demander dans son pays d'origine, donc en l'occurrence ici, en France, au service des visas, le visa. Et en fait, le visa, c'est pour vous faire comprendre que le visa, c'est vraiment quelque chose qui vient en bout de course. On ne dit pas on va obtenir un visa pour le Royaume-Uni. En fait, il faut bien comprendre il y a beaucoup d'étapes avant et que le visa, normalement, c'est finalement l'étape la plus facile. Une fois qu'on va au consulat du Royaume-Uni, à l'ambassade, demander son visa, c'est que toute la procédure a été faite et réussie avant. Et c'est une procédure pour les 2 premières étapes qui dépendent de l'entreprise qui embauche, une personne au Royaume-Uni. Voilà, je vais passer à la slide suivante. Je vais vous parler des obligations, en tant que sponsor. Donc, en tant que sponsor, je disais, il ne faut pas de société, quand vous immatriculez votre société au Royaume-Uni, il ne s'agit pas d'immatriculer une coquille vide, juste une structure juridique. Pour pouvoir devenir sponsor, il faut déjà que vous ayez à l'intérieur de la société, des structures, structures ressources humaines qui marchent. Ce que le home office, en fait, veut voir, c'est que vous êtes bien capable de faire respecter les obligations en fait quant au droit de travailler des personnes qui est bien entendu maintenant beaucoup plus limité. Et c'est très important de comprendre que quand vous êtes sponsor, en fait, c'est le home office qui vous délègue une partie de ses pouvoirs, en quelque sorte, pour contrôler l'immigration. Donc, ils vont vouloir trouver au sein de l'entreprise ce qu'on appelle du personnel clé qui vont être responsables de tous les actes que vous faites euh, au niveau de cette licence de sponsor. Donc, il va vous falloir au moins une ou 2 personnes personnelles clés avant de pouvoir demander une licence de sponsorship. Et c'est très important de comprendre que c'est des personnes qui devront être soit britanniques, soit avoir le statut de résident, soit alors donc soit britannique, soit avoir déjà le statut de résident
et ça doit être des personnes qui doivent être employées ou ce qu'on appelle un director au Royaume-Uni, c'est-à-dire l'équivalent d'un membre du conseil d'administration en France. Et vos obligations, et pendant toute la vie de votre licence de sponsor, donc ce qui vous permet de faire venir, d'employer des ressortissants étrangers au Royaume-Uni, vous allez être soumis à un certain nombre d'obligations. Vous allez devoir rapporter en quelque sorte au Home Office, ce que ces gens font d'une manière régulière, s'ils sont absents, quel métier ils exercent. Il peut y avoir des visites, impromptues du Home Office pour vérifier que vous remplissez bien vos obligations, et les sanctions sont très sévères si vous ne remplissez pas ces obligations, puisque les amendes peuvent aller jusqu'à 20 000 livres, 20 000 livres d'amende. Donc c'est quelque chose quand même, d'assez rédhibitoire. Il vaut mieux être au courant, de toutes ces obligations et de ces exigences. Donc c'est comme vous voyez, c'est un système, il y a une procédure à suivre, et en même temps, c'est un système assez lourd. C'est pas juste la procédure. Quand on devient sponsor, quand on fait la demande de demander une licence de sponsorship, on accepte aussi tout un grand nombre de responsabilités qui va avec, et on va être en quelque sorte relié au Home Office, au ministère de l'Intérieur, donc par ce système en ligne de gestion de la licence de sponsor, hein, où on va devoir, vraiment prouver tout le temps, de manière régulière, que l'on remplit bien, les obligations. On va pouvoir passer, à la slide suivante, hein, qui concerne, je crois, voilà, les coûts, et je vais vous reparler, également des délais. Donc, en ce qui concerne les coûts, donc on va reprendre un petit peu le schéma en 3 étapes, en fait, que je vous ai décrit tout à l'heure, hein, donc il faut bien que vous l'ayez en tête. Donc quand vous allez vouloir faire venir des salariés au Royaume-Uni, il vous faut une société britannique qui demande une licence de sponsorship. Une fois qu'elle a cette licence de sponsorship, elle demande un certificat de sponsorship pour une personne donnée, et ensuite cette personne donnée va demander un visa. Donc si vous avez bien cette structure-là en tête, vous allez comprendre beaucoup mieux comment marchent les coûts qui sont associés, au sponsorship au Royaume-Uni. Donc tout d'abord, lors de la procédure d'obtention, de la licence. Les petites entreprises, alors il y a des critères pour les petites entreprises, mais en fait, relativement très peu qualifiées, parce que souvent, enfin, c'est pas souvent, les administrations, britanniques prennent en compte, en fait, le groupe d'entreprises pour, calculer si vous êtes dans les critères de la grande ou de la petite entreprise. Donc on va plutôt partir sur un coût grande entreprise qui peut être assez facilement atteint. Donc la licence, donc cette licence valable pour 4 ans, c'est un premier coût de, environ 500 pour une petite entreprise, et environ, 1 400 livres pour une grande entreprise. Donc ça, c'est la première étape, c'est au moment où vous demandez votre licence de sponsor, ce sont ces prix-là. Après, les choses se corsent un petit peu, puisque une fois que vous avez la licence de sponsor, bah, évidemment, vous allez vous en servir, et donc vous allez attribuer des certificats de sponsorship, des certificats de parrainage à des personnes données. Alors, ces certificats de parrainage, lorsque la personne est hors Union européenne, ils coûtent 200 livres par personne, mais en fait, cette charge a été levée pour les Européens. Donc, quand on attribue un certificat de parrainage à une personne donnée, on doit payer surtout 2 choses qui sont très importantes. Ce qu'on appelle la health surcharge, c'est, la compensation pour être enregistré au système de sécurité sociale britannique, et ça, c'est de 624 livres par an et par personne. Généralement, quand on demande un certificat de sponsorship, on le demande sur 3 ans, voire sur 5 ans. Donc, il va falloir multiplier ce chiffre par le nombre d'années. Il en est de même pour ce que le Home Office appelle la skill charge. C'est une surcharge, un genre de coût, hein, lié à la compétence. C'est le fait d'aller chercher quelqu'un de compétent ailleurs qu'au Royaume-Uni. Vous allez payer un coût pour ça au ministère de l'Intérieur. C'est 1 000 livres par an
et par personne. Donc, si on multiplie tout ça par le nombre d'années, à l'embauche, si vous travaillez pour un service RH, il faut bien calculer, faut bien anticiper en fait le coût d'embaucher cette personne, puisqu'à l'embauche, vous allez facilement avoir des frais, purement des frais home office de 7 000 à 8 000 livres, sans compter le conseil qu'éventuellement vous allez demander. Et en plus, il va avoir la demande de visa, pour lequel évidemment, alors un visa selon sa durée, selon le type de visa, s'il est intragroupe, s'il est travailleur qualifié, les prix vont varier, et donc il y a aussi les frais de la demande de visa à ajouter, puisque souvent c'est les entreprises qui avancent les frais. Donc voilà quelque chose de très important, je vous le dis, anticipez les coûts. Et si par exemple vous embauchez quelqu'un, prévoyez aussi un petit accord avec cette personne à côté du contrat de travail, et ça, un solliciteur britannique peut vous conseiller pour, si cette personne démissionne, peut-être vous faire rembourser une partie de ses coûts. C'est quelque chose à prendre en compte, et anticiper les délais, parce qu'en fait, si vous n'avez pas encore de licence de sponsor, du moment où on demande une licence de sponsor jusqu'au moment où la personne veut vraiment pouvoir travailler au Royaume-Uni dans l'entreprise, je dirais que c'est un minimum de 3 mois, et avec le temps de préparation des dossiers, on perd facilement du temps. Je pense qu'il vaut mieux prévoir. On est beaucoup plus large et beaucoup plus à l'aise si on prévoit 4 mois. Donc ne pas prévoir un temps court, c'est très difficile quand on a des clients qui vous appellent en disant: «J'ai besoin de telle personne dans 3 semaines». Bah, malheureusement, s'il n'y a pas déjà une licence de sponsor en place, c'est pas possible. Voilà, j'espère que que je ne vous ai pas trop, découragé avec, toutes mes procédures, mes coûts, mes délais. C'est toujours possible de venir travailler au Royaume-Uni. C'est juste un petit peu plus compliqué, et ça demande, c'est un gros saut, je trouve, de passer, d'une libre circulation à un système très encadré comme celui-là. C'est pour ça qu'il faut s'y préparer, et le maître mot, il est vraiment d'anticiper. Une fois qu'on a anticipé, et surtout qu'on a anticipé la licence de sponsor, après, on est habitué au système et les certificats de sponsorship. Une fois que vous avez demandé un conseil une fois sur comment les demander, je pense que vraiment, une entreprise avec un système RH un petit peu développé est tout à fait capable de gérer cela. C'est sûr, c'est un petit peu plus coûteux, mais voilà, c'est comme ça. C'est le système qui s'appliquait au reste du monde avant la sortie du Royaume-Uni de l'Union européenne, et qui nous est appliqué à nous, Européens, maintenant. Donc je crois qu'il va juste falloir s'y habituer et apprendre surtout à le maîtriser, de façon à ne pas se retrouver, en contravention en quelque sorte du système d'immigration, parce que les amendes et les conséquences sont extrêmement lourdes et onéreuses. Voilà, mais je vous remercie beaucoup. Je suis ravie de prendre des questions si vous en D'accord. avez. Merci beaucoup Bénédicte Vieur de la Bassie. On va, déjà je voulais rappeler que sur la présentation, vous avez eu la gentillesse de mettre les liens. Donc à chaque fois, par exemple, si, vous regardez les activités dites permises, vous avez mis le lien, vers le site web, Oui, qui correspond, la licence de sponsor, certificat de sponsorship, tout ça, il y a les liens, donc vous pourrez, vous servir de la présentation comme mémo pour aller, reconsulter les liens et vérifier les informations au fur et à mesure, de vos besoins. On a une première question sur, les stagiaires. Comment ça se passe? Est-ce que c'est toujours possible d'envoyer un stagiaire, au Royaume-Uni? alors, en ce qui concerne les stagiaires, c'est une question particulièrement, qui revient tout le temps. Alors, malheureusement, les stagiaires, nos stagiaires, français, sous convention de stage, française, les conventions de stage avec les écoles de commerce auxquelles on est habitué en France, ne peuvent plus venir faire de stage au Royaume-Uni. Ce n'est plus possible. Ils ne rentrent dans aucune case du système d'immigration. Ne surtout pas venir leur faire des stages sous un statut de visiteur, c'est-à-dire ils passent la frontière, ils vont faire un stage. Les conséquences, c'est clairement, interdit par le système d'immigration, et les conséquences peuvent être extrêmement lourdes pour l'entreprise au point de vue des pénalités, mais aussi pour les personnes qui dirigent cette entreprise. On peut perdre son statut de directeur, les sanctions sont extrêmement lourdes. Donc malheureusement, les stagiaires français tels qu'on les connaît, ce n'est plus possible qu'ils viennent faire des stages au Royaume-Uni. Par contre,
Mais alors, sur une note positive, il y a quand même beaucoup d'universités britanniques où il y a beaucoup de Français, parce qu'on a une grosse communauté française au Royaume-Uni. Il y a beaucoup de jeunes Français qui ont fait leurs études au Royaume-Uni, qui parlent parfaitement français, qui sortent de grandes universités britanniques, qui sont absolument ravis de faire des stages, qui ont obtenu le settled ou pre-settled status. Et s'ils ont le settled ou pre-settled status, à ce moment-là, ils vont pouvoir accepter une offre du stage. Donc, pensez à ce moment-là aux universités britanniques. Je le mentionne, il y a une possibilité d'avoir des stagiaires, mais ça a un coût très élevé, enfin très élevé par rapport à un stagiaire. En fait, il y a des organismes qui distribuent des certificats, qui peuvent donner des certificats de sponsorship à des stagiaires qui sont reconnus par le gouvernement britannique. Il faut que l'entreprise s'inscrive auprès de ces organismes, mais les conditions sont assez hautes, c'est-à-dire qu'il faut les payer l'équivalent du SMIC britannique, donc bien au-delà d'une convention de stage habituelle. Il faut un certain niveau aussi de qualification. Et en plus, le coût, il va y avoir, et ils vont quand même être sous visa, c'est-à-dire qu'il va y avoir le coût du certificat de sponsorship. Donc, environ, les organismes qui proposent cela, c'est environ 700 livres par certificat de sponsorship, plus obtenir le visa, plus s'enregistrer auprès de cet organisme, c'est environ le même prix, plus après le coût du visa pour le stagiaire. Donc, pour un stagiaire qui viendrait pour un mois, qui en plus certainement ne remplirait pas les critères au départ, je dirais ça ne vaut pas le coup. Ce n'est pas un système à regarder. Par contre, si vous avez vraiment un stagiaire qui viendrait pour un an, là, ça vaut peut-être le coup de considérer ce système, mais il est cher et de toute façon, vous allez devoir payer le minimum de salaire à ces stagiaires. Donc, ça ne va pas du tout être les, je ne sais plus, 500 € d'une convention de stage, ça va être je vais dire au moins deux fois et demi plus élevé. Voilà, j'espère que j'ai répondu à toutes vos interrogations. D'accord, et pour les VIE, est-ce Alors, les que VIE, c'est pareil, hein. Si vous allez sur le site des VIE, je sais qu'il y a un site du le gouvernement français, voilà, exactement, CiviWeb? pour les VIE. En ce moment, et j'aurais même envoyé un mail pour demander confirmation, ils ne prennent que les candidats qui ont le settled ou le pre-settled status, c'est-à-dire qui sont déjà résidents. Voilà. Et c'est tout à fait conforme au système d'immigration, puisque le système d'immigration, il protège soit les Britanniques, soit ceux qui sont déjà, résidents. Voilà, donc c'est dans la logique. Et les VIE, c'est donc pareil. D'accord, et qui était donc résident au 1er janvier? Voilà, exactement, Mmh. exactement. C'est pour les personnes, les jeunes qui auraient fait leur demande de résidence, donc qui étaient résidentes au 31 décembre 2020 et qui ont obtenu le statut de résident. C'est-à-dire qu'il Mmh. faut l'avoir demandé, il ne faut pas seulement avoir été sur le territoire, faut avoir obtenu le statut de résident du ministère de l'Intérieur. Mais ça, c'est une procédure qui a été largement suivie par les Français et en général les Européens qui vivent ici et qui Alors répondent. d'ailleurs, on a le cas, d'un Français, qui est, donc dans la situation inverse, comme il dit. Il a un pre-settled status au Royaume-Uni, il est français, il travaille pour une entreprise française au Royaume-Uni et il se demande s'il y a des restrictions pour, lui, pour rentrer en France, travailler au sein de la société, française. Est-ce que, comme un détachement temporaire, par exemple? Alors, Hem, donc vous Est-ce qu'il êtes pourrait français, perdre, son oui, vous avez statut le pre-settled status et en fait, vous souhaitez, rentrer ou votre, société veut vous détacher, en fait, en France temporairement? Mmh. temporairement pendant un certain temps. Alors le détachement, vous êtes français, donc là, c'est bien, vous avez le droit de travailler, il y aura il y aura pas de problème d'immigration. Heu, C'est pour le dé rentrer au Voilà, UK. vous rentrez, voilà. En ce qui concerne le détachement, post-Brexit, il est maintenant limité, à 24 mois.
Donc, vous avez de nombreux renseignements sur le détachement post-Brexit entre le Royaume-Uni et la France au point de vue sécurité sociale, parce que c'est ça en fait qui va ça va être assez important de vérifier ce point sur le site de CLIS en France, mais aussi sur le site du gouvernement britannique. En fait, il y a un certain nombre de formalités à faire par l'entreprise, en fait, si vous restez sous contrat anglais. Il faudra aussi que vous vous intéressiez aux conséquences fiscales du fait d'être sous contrat anglais et de retourner travailler en France. Et enfin, si vous avez le pre-settle status, je voudrais attirer votre attention sur le fait que le pre-settle status, c'est un statut temporaire, donc il se perd. Donc si vous rentrez en France, par exemple, pour un certain temps, alors il y a 2 cas. Le pre-settle status, vous le gardez tant que vous n'êtes pas absent plus de 2 ans. Donc, il faut que l'absence soit limitée à 2 ans. Là, vous rentrez en Angleterre, vous avez toujours votre pre-settle status. Mais votre absence de 2 ans, pa ou toute absence de plus de 6 mois ou d'1 an dans des circonstances vraiment exceptionnelles, mais ça, c'est plutôt un conseil particulier que je vous demande de prendre. Je veux dire, elle va vous empêcher de prouver votre résidence continue au moment si vous avez envie de demander le settled status après. Donc c'est très, très important avant de s'absenter du Royaume-Uni plus de 6 mois, de vérifier que cela ne va pas vous empêcher à un moment, au bout de 5 ans, parce qu'il faut 5 ans il faut 5 ans de résidence continue pour avoir le settled status, que justement ces absences ne vont pas vous empêcher après de demander le settled status. C'est vraiment quelque chose de très important. Donc, vous avez l'aspect détachement, vous devez vérifier, vous avez l'aspect sécurité sociale, vous avez l'aspect fiscal et vérifier aussi l'aspect immigration avec ces questions d'absence. C'est très bien expliqué sur le site du Home Office, justement, sur les liens concernant les settled et le pre-settled status. Il suffit de les googler, on tombe dessus tout de suite. Vérifier vraiment ces critères, c'est très important. Voilà. OK. Merci beaucoup. Je pense que c'était très clair. Une autre question sur, la licence de sponsor, qui dure, 4 ans, si j'ai bien compris. À la fin de la licence de sponsor, 4 ans, je sais pas pourquoi c'est écrit 4 ans, mais est-ce que ça dure 4 ans peut-être? Oui, 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 L'employé oui. doit-il Non, rentrer en non, c'est France? quelqu'un qui a très bien Ah oui. écouté. Bravo. Bravo, je suis très contente de répondre. Alors, c'est la licence de sponsor qui dure 4 ans, tout à fait. Elle a une validité de 4 ans. Au bout de 4 ans, vous avez l'option de la renouveler, donc il faut même que vous la renouveliez, surtout à ce moment-là, si vous avez des employés, sous visa qui travaillent pour vous. Par contre, c'est indépendant de la durée du visa. Le visa, il peut durer 6 mois, 1 an, 3 ans, 5 ans. Voilà, simplement si vous avez un employé sous visa, il faut bien vous assurer que votre sponsorship license, elle n'arrive pas à expiration, donc il faudra bien faire, la procédure de renouvellement. Voilà. D'accord. Hem, donc l'employé ne doit pas rentrer en France, sauf si vous laissez votre licence expirer, parce que si vous avez plus de licence, alors là, ça fait tomber tous les visas. C'est une situation, il faut absolument pas se retrouver dans cette situation. Il faut vraiment, mettre sur ses tablettes la date d'expiration de la licence, parce que si la licence tombe, c'est tous les visas qui tombent, donc c'est une catastrophe. Donc vraiment, mais bon, dans le système, normalement, ça vous est rappelé, mais en plus, vous, en tant qu'RH, oui, vraiment, noter ces dates qui sont absolument clés. Donc la licence dure 4 ans, mais au point de vue de la durée du visa, c'est beaucoup plus souple. Voilà, et évidemment, donc quand on a un visa skilled worker, il peut être renouvelé. L'employé n'a pas besoin à l'expiration de son visa de rentrer. S'il rentre toujours dans les critères, il peut être renouvelé et éventuellement, au bout d'un certain temps, ça lui permettra, alors il y a toute une démarche à faire, on ne va pas rentrer là dans les conditions, ce n'est pas l'objet. Il pourrait éventuellement devenir résident au bout d'un certain nombre d'années sous visa. Voilà. D'accord. Et quelles précautions faut-il prendre, lorsque la société veut faire une offre d'emploi? Ah oui, alors ça, c'est une très bonne question de DRH très précautionneux et c'est tout à fait. Merci de me poser cette question. Euh,
Quand on fait une offre d'emploi, donc un des critères, vous l'avez vu, pour obtenir, un certificat de sponsorship quand on a une licence pour une société, c'est, qu'il y ait déjà une offre d'emploi sur cette personne. Vérifier vraiment veiller, à la manière dont cette offre d'emploi est rédigée parce qu'elle doit absolument être sous condition de l'obtention du certificat de sponsorship et du visa. Parce qu'on n'est jamais sûr. On n'est jamais sûr à 100 qu'on va l'obtenir. Donc, heu, on peut avoir des conditions, bien sûr, il y a des fois, parfois, on est quasiment certain. Je veux dire, on rentre dans les conditions, mais par précaution, il faut toujours faire cette offre d'emploi sous condition que l'employé remplisse toutes les critères du droit de travailler au Royaume-Uni. Parce que sinon, vous vous retrouvez avec une offre d'emploi ferme, en fait, que vous avez faite. Vous n'arrivez pas à obtenir le certificat de sponsorship pour cet employé. L'obtention du certificat de sponsorship, ça dépend de l'entreprise. Et là, vous vous retrouvez devant une offre d'emploi ferme et vous vous retrouvez plus devant un problème d'immigration et en même temps, avec un problème de droit du travail. D'accord, OK. Alors je crois qu'on a traité toutes les questions. Alors la question, sur, le détachement vers la France, la personne indique que c'est plutôt, des déplacements courts de quelques semaines, donc il n'y a pas de problématique, de questions fiscales, plutôt, de protection sociale. Mais bon là, on l'invite à Non, prendre. voilà, si c'est des déplacements courts, il y a pas de raison qu'il y ait des problèmes, fiscaux puisque, il y a pas de raison Ouais, que ça implique un changement de résidence fiscale. Si c'est des déplacements courts, ça peut éventuellement impliquer un problème de sécurité sociale, c'est-à-dire comment est-ce que vous êtes couvert pendant ces déplacements. Donc à ce moment-là, bien sûr, il faut voir avec votre société, donc en Angleterre, qui fera la démarche si vraiment, par rapport à la durée de votre déplacement, il ouais, faut qu'il y ait une déclaration déplacement. justement pour cet aspect sécurité sociale. Voilà. OK, bah, je crois qu'on a vous avez répondu à toutes les questions. On va pouvoir, je pense, clôturer, à moins qu'il y ait d'autres questions qui soient posées, dans l'immédiat, mais non, je n'ai pas l'impression. Hem, de toute façon, il y a vos coordonnées sur les slides que les participants vont recevoir, donc n'hésitez pas à prendre contact avec Bénédicte Viorde-Labassie. L'idée, si c'est pour des questions, bah, sur l'immigration, vous répondrez, sinon peut-être que vous pourrez, transmettre, les questions à vos collègues, au Royaume-Uni. Et puis, on vous avait mis pas mal de liens sur le Brexit, ceux qu'on a en place sur notre site web. On les a vérifiés, mis à jour là, sur, autant les douanes, les différents, là, il y a le gov.uk, qui est un incontournable, mais aussi la Commission européenne et puis, les services de BPI France spécifiques, au Brexit. Et on avait, rajouté, quelques liens, pour le CLEIS, l'URSSAF, qui ont quand même bien mis à jour la CPAM aussi et le Mmh. CFE qui ont bien mis, à jour leur site web sur, le Brexit. Et donc il y a quand même beaucoup d'éléments aujourd'hui, à jour, avec, ces quelques mois de recul depuis, le changement de statut. Donc voilà. Bah, merci beaucoup, Bénédicte Non, Viorde-Labassie. merci à vous, Capucine, de m'avoir invitée. C'était un plaisir. J'espère que c'était clair et j'espère surtout que j'ai découragé personne de venir au Royaume-Uni parce que ça reste une activité économique quand même très dynamique. Et une fois qu'on a compris, en fait, c'est encore tout à fait possible. Voilà. D'accord, merci beaucoup. Je vous propose à tous de remplir le petit, questionnaire de satisfaction pour qu'on ait, nous, des pistes, d'amélioration et puis avoir votre feedback, voir si ça répondait bien à vos attentes. Et puis, nous vous envoyons donc, les slides, prochainement. Merci à tous. Merci beaucoup. Au revoir. Au revoir.